En 6 mois, le prix mondial du lithium bondit de 30%. Hausse au Mali, ce choc statistique cesse d'être abstrait. Il attire des offres accélérées, des survols inhabituels, des mouvements non identifiés et une pression diplomatique qui teste chaque route vers les gisements. Dans ce climat, Ibrahim Traoré est présenté comme le visage d'un verrouillage progressif, taxation exceptionnelle, révision des contrats, puis frontières fermées pour convertir la convoitise extérieure en levier interne de souveraineté. La question pour le public est simple: jusqu'où ira cette logique et que change-t-elle concrètement pour la stabilité du pays? Ce récit propose une lecture structurée d'un basculement souvent réduit à des slogans. Mm. L'objectif, et c'est clair, montrer comment des données miyables précises, des décisions politiques successives et des pressions extérieures convergent pour produire un rapport de force inédit. En suivant cette logique, le lecteur comprend non seulement ce qui s'est passé, mais surtout pourquoi ces événements s'enchaînent sans improvisation apparente. Le bénéfice attendu tient en une promesse simple: distinguer l'effet structurant du bruit diplomatique. Cette distinction permet d'évaluer les risques réels, les marges de manœuvre et les conséquences probables pour un pays placé sous observation internationale constante. L'enjeu dépasse la seule exploitation d'un minerai. Il touche à la définition concrète de la souveraineté lorsqu'elle s'exerce dans un contexte de transition énergétique mondiale où chaque ressource stratégique devient un point de tension. Comprendre cette mécanique éclaire aussi les réactions parfois contradictoires des acteurs étrangers, partagées entre opportunisme économique et inquiétude géopolitique. Une question s'impose alors: si les décisions de 2025 semblent radicales, que révèlent-elles réellement lorsqu'on les replace dans une chaîne causale complète plutôt que dans l'instant médiatique? Deux données suffisent à reconfigurer la lecture de la crise. Près de 100 000 tonnes de lithium confirmées en janvier 2025 et une hausse mondiale de 30% des prix en 6 mois. Placées côte à côte, elles expliquent pourquoi un pays longtemps perçu comme marginal devient soudain un nœud énergétique impossible à ignorer. Ce changement d'angle est décisif. Il ne s'agit plus d'une suite de décisions isolées, mais d'une réaction cohérente à un signal de marché rare et puissant. Dès que ces chiffres circulent, la pression s'intensifie autour des zones minières. Des vos propositions de contrats accélérés apparaissent. Des reconnaissances discrètes sont signalées. Le terrain capte avant les chancelleries que quelque chose bascule. Dans les premiers mois de 2025, plusieurs rapports Skokler locaux évoquent des mouvements inhabituels près des gisements. Des communautés riveraines décrivent des visites techniques non annoncées et des tentatives de cartographie des accès. Ces indices, pris séparément, semblent anodins. Mis ensemble, ils dessinent une compétition déjà engagée, les deux avancées toutes, mais la annonce spectaculaire. Le contexte n'est donc pas celui d'une crise soudaine, mais celui d'une montée graduelle des convoitises. C'est à ce stade que les décisions attribuées à Ibrahim Traoré prennent un sens différent: la taxation exceptionnelle, la révision des règles minières et les fermetures progressives des frontières apparaissent comme des réponses séquencées à une pression mesurée, non comme des ruptures impulsives. Chaque mesure vise à ralentir, filtrer ou renégocier l'accès à une ressource devenue critique.
En replaçant ces choix dans la chaîne causale déclenchée par le lithium, l'image se précise. Le Mali cesse d'être un théâtre passif. Il devient un acteur qui anticipe. La question ouverte au départ trouve ici son premier élément de réponse. La radicalité apparente masque une logique d'alignement stratégique sur des données concrètes. Pour saisir comment cette transformation s'enclenche concrètement, il faut quitter sur les communiqués et suivre ceux qui observent les signaux avant qu'ils ne deviennent visibles au sommet de l'État. Des officiers locaux, des responsables de sites et des acteurs communautaires décrivent une même scène au début de 2025. Une présence étrangère plus fréquente autour des zones minières, souvent sous couvert de missions techniques ou d'évaluations préliminaires. Leur position, moins exposée médiatiquement mais plus proche du terrain, en fait des capteurs privilégiés du basculement en cours. Et leurs témoignages le convergent dans certaines régions, des habitants signalent une augmentation des survols et des déplacements non identifiés. Ailleurs, des chefs traditionnels évoquent des propositions de partenariat assorties de des compensations financières inhabituelles. Pris isolément, ces faits n'ont rien d'exceptionnel. Ensemble, ils traduisent un changement de statut. Les ressources ne sont plus un potentiel lointain, mais un enjeu immédiat. Deux exemples concrets illustrent cet impact précoce. Près d'un gisement stratégique, des équipes locales constatent une sécurisation informelle de certains accès, sans annonce officielle. Plus au sud, une communauté rapporte avoir été sollicitée pour faciliter une exploitation accélérée avant même toute validation réglementaire. Ces épisodes montrent que la pression s'exerce bien en amont des décisions publiques. Le message est clair. Lorsque les signaux faibles se multiplient ainsi, l'absence de réaction devient un risque en soi. À ce stade, l'enjeu n'est plus théorique. Il touche déjà la stabilité locale et la capacité de l'État à conserver l'initiative. La séquence de 2025 suit une logique chronologique précise, où chaque décision s'appuie sur la précédente et en amplifie les effets. Le déclenchement intervient au printemps, lorsque les premières pressions extérieures cessent d'être diffuses pour se concentrer explicitement sur l'exploitation du lithium. Les autorités maliennes observent alors une accélération inhabituelle des démarches économiques. Demandes de concessions révisées, propositions de partenariats raccourcis, tentatives de négociation en dehors des cadres habituels. Ce changement de rythme agit comme un signal d'alerte institutionnelle. En avril 2025, à l'assiette de 25, une première décision marque la rupture, l'instauration d'une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits étrangers issus des activités minières. Présentée officiellement comme une mesure budgétaire, elle joue en réalité un rôle de filtre stratégique. Elle teste la tolérance des acteurs extérieurs et mesure leur capacité à s'adapter à un cadre plus contraignant. La réaction est immédiate. Certaines entreprises dénoncent publiquement une instabilité réglementaire, un ensemble à ça, tandis que d'autres tentent d'obtenir des exemptions ou de retarder l'application de la mesure. Cette phase révèle un premier point de friction entre souveraineté nationale et intérêts globaux. La montée en tension s'opère dans les mois suivants. Et en juin 2025, des rapports de sécurité signalent des tentatives d'infiltration limitées dans plusieurs régions minières, sous
prétexte de protection d'intérêts économiques. Ces incursions, bien que ponctuelles, modifient la perception du risque. La question n'est plus seulement économique, mais sécuritaire. En réponse, l'État renforce les dispositifs locaux et encourage une mobilisation communautaire autour des sites stratégiques. Les populations, jusque-là spectatrices, deviennent des acteurs de la protection territoriale. C'est dans ce contexte que le rôle d'Ibrahim Traoré gagne en visibilité. Les décisions ne sont plus perçues comme techniques, mais comme l'expression d'une ligne politique assumée. L'enchaînement des mesures, c'est qu'il y a un moment, dessine une stratégie de verrouillage progressif, fiscalité renforcée, contrôle accru des zones sensibles, puis restriction des flux transfrontaliers. Chaque étape réduit la marge de manœuvre des acteurs extérieurs et augmente le coût de toute tentative de contournement. Le point culminant survient à l'automne. En septembre, les autorités annoncent la fermeture totale des frontières. Pour les observateurs internationaux, cette décision paraît brutale. Pour Bamako, elle constitue la suite logique d'un processus entamé plusieurs mois plus tôt. Le 10 octobre 2025, la mesure entre pleinement en vigueur, officialisant un choix assumé d'isolement contrôlé. Quelques jours plus tard, une tentative de franchissement par un groupe armé soutenu par une puissance étrangère a été repoussée. L'épisode s'était bref, mais son impact symbolique est si considérable. Les répercussions dépassent l'incident lui-même. Sur le plan interne, le soutien populaire au gouvernement se renforce, nourri par l'idée d'une défense active du patrimoine national. Sur le plan externe, les critiques et les sanctions se multiplient. Mais ça, confirme aussi que le Mali n'est plus perçu comme un espace passif. La figure d'Ibrahim Traoré s'impose alors comme celle d'un dirigeant associé à une redéfinition des règles du jeu, où la ressource devient un instrument de pouvoir. Cette ligne des événements montre que la radicalité apparente est le produit d'une accumulation. Le passage d'un avant relativement ouvert à un après verrouillé n'est pas une rupture soudaine, mais l'aboutissement d'une trajectoire. La question qui reste ouverte est celle de la durabilité. Jusqu'où cette logique peut-elle être maintenue sans transformer la confrontation en isolement prolongé? Au départ, le lithium malien occupait une place marginale dans les équilibres économiques nationaux. Avant 2025, il était perçu comme un potentiel lointain, insuffisamment cartographié et secondaire face à d'autres priorités minières. La bascule intervient lorsque cette situation de départ change brutalement. En janvier 2025, les autorités confirment l'existence d'environ 100 000 tonnes de lithium exploitable. Ce chiffre ne vaut pas seulement par son volume. Il transforme une hypothèse géologique en actif stratégique, immédiatement lisible par les marchés et les acteurs étatiques. En une annonce, le statut du territoire se modifie. Le second indicateur accentue ce glissement. Sur la même période, le prix mondial du lithium augmente de 30% en 6 mois. Pris isolément, ce pourcentage pourrait être interprété comme une fluctuation cyclique. À l'esprit Service, dans le contexte de la transition énergétique, il prend un autre sens. Il signale une tension durable entre l'offre et la demande, portée par l'essor des batteries et des technologies de stockage. Autrement dit, chaque tonne confirmée vaut désormais plus, et chaque gisement devient un point de pression géopolitique. La combinaison de ces deux données crée un effet de levier immédiat pour le Mali. Le troisième indicateur permet de mesurer l'impact interne de cette stratégie. Une enquête nationale menée en juin 2025 indique que 60% de la population soutient les politiques de fermeture des frontières
et de contrôle renforcé des ressources. Et ce pourcentage n'est pas anodin. Il traduit une légitimité sociale suffisante pour absorber les coûts à court terme d'un durcissement politique. Expliqué simplement, ce soutien populaire donne au pouvoir car une marge de manœuvre supplémentaire face aux critiques extérieures en réduisant le risque d'instabilité interne immédiate. Ces trois données suffisent si à ça et structurer l'analyse. La première établit la valeur objective de la ressource. La deuxième projette cette valeur dans un contexte mondial tendu. La troisième ancre les décisions dans un socle politique interne. Ensemble, elles décrivent un triangle de contraintes et d'opportunités qui éclairent la cohérence des choix opérés. Dans ce cadre, les décisions associées à Ibrahim Traoré cessent d'apparaître comme des paris idéologiques. Elles deviennent des ajustements rationnels à un changement rapide de paramètres. Lorsque la valeur d'un actif augmente fortement, que la concurrence internationale s'intensifie et que le soutien interne est majoritaire, le coût de l'inaction dépasse celui de la confrontation. Le verrouillage progressif des frontières et la fiscalité renforcée s'inscrivent alors dans une logique de maximisation du contrôle plutôt que dans une posture de rupture. La lecture quantitative permet aussi de relativiser certaines années critiques. Les sanctions et les pressions diplomatiques prennent place dans un environnement où les chiffres, eux, continuent de produire leurs effets. Le lithium reste demandé. Sa valeur ne diminuerait pas avec les déclarations politiques. Cette dissociation entre discours et données explique pourquoi la stratégie malienne peut se maintenir malgré les tensions. En fin de compte, le passage de la situation initiale au changement observé révèle une réalité simple. Lorsque trois indicateurs évoluent simultanément dans la même direction, ils redéfinissent les options d'Osley disponibles. Ce n'est pas la radicalité qui surprend, mais la rapidité avec laquelle les chiffres ont imposé un nouveau cadre décisionnel. Pour comprendre la portée réelle de la stratégie malienne, il faut examiner sérieusement les arguments de ces critiques sans les caricaturer. Le premier reproche porte sur le risque d'isolement. Selon cette lecture, la fermeture des frontières et la fiscalité exceptionnelle découragent les investissements étrangers nécessaires à la modernisation des infrastructures. Dans un pays aux besoins élevés, se couper des flux de capitaux internationaux reviendrait à ralentir la croissance, à renchérir les coûts technologiques et à dépendre excessivement de ressources internes encore limitées. Ce raisonnement s'appuie sur une expérience largement partagée par d'autres économies extractives. Un second argument concerne la stabilité diplomatique. Léa, les délais détracteurs estiment qu'en durcissant sa position, le Mali s'expose à des sanctions prolongées et à une marginalisation sur la scène internationale. Cette pression extérieure pourrait à terme réduire la capacité de négociation du pays et compliquer ses relations régionales. Dans cette perspective, une approche plus graduée, combinant protection des ressources et ouverture contrôlée, serait préférable afin d'éviter une confrontation durable avec des acteurs plus puissants. Ces deux arguments sont cohérents. Mais ils reposent sur des risques réels et observables ailleurs. Pourtant,
la réponse apportée par les autorités maliennes s'appuie sur des données concrètes déjà évoquées. D'abord, la hausse rapide de la valeur du lithium modifie l'équation du coût d'opportunité. Lorsque la demande mondiale est forte et que l'actif est stratégique, retarder la prise de contrôle national augmente la probabilité d'une captation externe défavorable. Ensuite, le soutien populaire majoritaire réduit le risque d'instabilité interne, condition essentielle pour absorber une phase de tension diplomatique. La stratégie défendue autour d'Ibrahim Traoré privilégie donc une hiérarchisation des risques. L'isolement économique à court terme est jugé moins coûteux que la perte de contrôle sur une ressource critique à long terme. De même, la pression diplomatique est perçue comme transitoire alors que les décisions minières engagent le pays pour des décennies. Mais cette réponse ne nie pas les dangers soulevés par les critiques, mais elle les requalifie dans un horizon temporel plus large. Le cœur du désaccord ne porte donc pas sur les faits, mais sur la temporalité. Faut-il maximiser la stabilité immédiate ou sécuriser un levier stratégique avant qu'il ne soit trop tard? C'est cette divergence de lecture qui structure le débat bien plus que l'opposition simpliste entre ouverture et fermeture. Au cœur des tensions accumulées depuis depuis le début de 2025, une décision administrative apparemment secondaire modifie pourtant la trajectoire du pays. En août, la création d'un fonds souverain national alimenté directement par les revenus miniers transforme une posture défensive en architecture de projection interne. Jusqu'alors, les mesures visaient surtout à contenir les pressions extérieures. Désormais, la valeur captée est réorientée vers des infrastructures, des formations techniques et des programmes communautaires mesurables. Ce basculement change la lecture stratégique. Il ne s'agit plus seulement de méthode bloquer, mais de redistribuer et d'ancrer. En internalisant les flux financiers issus du lithium, l'État se dote d'un outil qui réduit sa dépendance aux circuits extérieurs tout en renforçant sa légitimité interne. La logique n'est plus celle d'une réaction sous contrainte, mais celle d'une planification conditionnelle. Dans ce débat, et Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole de résistance que comme l'artisan d'une séquence cohérente, sécurisée, captée, puis transformée. Le fonds souverain relie les décisions fiscales et sécuritaires à des effets tangibles pour la population, fermant ainsi une boucle souvent absente des politiques extractives. Le débat se déplace alors. La question n'est plus de savoir si la stratégie est dure, mais si elle est soutenable une fois traduite en résultats concrets. Les effets de la stratégie malienne se déploient désormais de façon différenciée selon les acteurs concernés, révélant des gains, des tensions et des ajustements parfois contradictoires. Pour l'État malien d'abord, le changement est institutionnel. Le contrôle renforcé des ressources et l'alimentation du fonds souverain créent une capacité budgétaire nouvelle. Cette marge permet de financer des projets visibles sans dépendre immédiatement de partenaires extérieurs, mais elle s'accompagne d'une exposition accrue aux sanctions et aux pressions diplomatiques. L'État gagne en autonomie décisionnelle tout en assumant un coût politique international plus élevé. Du côté des entreprises, la situation est plus ambivalente.
Les multinationales, habituées à des cadres contractuels stables, savez composer avec des règles plus strictes et une fiscalité plus lourde. Certaines se suspendent en somme leurs activités, d'autres cherchent vraiment des partenariats locaux pour rester présentes. Cette phase d'adaptation réduit les volumes à court terme, mais elle modifie aussi l'équilibre des négociations. Les acteurs capables d'accepter un partage accru de la valeur restent en lice, tandis que les stratégies purement extractives deviennent moins viables. Pour les populations locales, les conséquences sont les plus tangibles. Dans les zones minières, les investissements issus du fonds souverain financent des formations techniques et des infrastructures de base. Le chômage recule et l'accès à des emplois qualifiés progresse. Toutefois, cette amélioration s'accompagne de nouvelles attentes. Les débats sur la redistribution des bénéfices se multiplient et la gestion équitable des revenus devient un enjeu central de stabilité sociale. Le soutien observé en 2025 repose désormais sur la capacité à transformer les promesses en résultats durables. Enfin, au niveau régional, la posture malienne modifie les rapports de force. Des pays voisins observent attentivement cette expérience, y voyant soit une source d'inspiration, soit un facteur de déséquilibre. Des coopérations informelles émergent autour de la gestion des ressources, tandis que certaines tensions transfrontalières s'accentuent. Dans ce jeu complexe, le Mali n'est plus périphérique. Il agit comme un catalyseur de débat sur la souveraineté des ressources au Sahel. À travers ces 4 groupes, une constante apparaît. La stratégie ne produit pas des effets uniformes, mais elle redistribue les positions. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays accepte une phase de friction pour déplacer le centre de gravité des décisions. La question qui se pose désormais est celle de l'équilibre. Ces gains différenciés peuvent-ils converger vers une stabilité partagée ou ouvriront-ils de nouvelles lignes de tension à moyen terme? À moyen terme, l'évolution de la situation malienne peut être envisagée à travers 3 trajectoires distinctes. Chacune repose sur les mêmes données de départ, mais divergent selon la manière dont les contraintes internes et externes seront absorbées. La première trajectoire repose sur une stabilisation progressive. Le fonds souverain à l'image continue d'être alimenté. Les investissements locaux augmentent lentement et les tensions diplomatiques restent contenues sans disparaître. La croissance demeure modérée, mais suffisamment régulière pour maintenir le soutien interne. Dans cette hypothèse, l'État conserve le contrôle des ressources tout en gérant des frictions sociales liées à la redistribution sans basculer dans une crise ouverte. La deuxième trajectoire est plus favorable et suppose un alignement régional plus marqué. Le Mali renforce sa coopération avec certains voisins du Sahel, mutualise des infrastructures et développe des cadres communs de gestion des ressources. Cette dynamique réduit l'isolement et crée un front de négociation plus solide face aux acteurs extérieurs. Les revenus miniers sont progressivement réinvestis dans la diversification économique, limitant la dépendance au seul lithium. Dans cette configuration, la stratégie associée à Ibrahim Traoré devient un modèle régional capable d'attirer des partenaires alternatifs et de stabiliser durablement les équilibres internes. La troisième trajectoire, plus difficile, repose sur une accumulation de pressions négatives.
Les sanctions se durcissent, les investissements étrangers chutent durablement et les tensions sécuritaires s'intensifient autour des zones de revenus minières. Les revenus, mes chers, revenus du fonds souverain ralentissent, tandis que les attentes sociales augmentent. Dans ce contexte, le soutien populaire s'effrite progressivement, non par rejet idéologique, mais sous l'effet des difficultés économiques concrètes. La stratégie de verrouillage, conçue comme transitoire, risque alors de se transformer en isolement prolongé. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture conditionnels. Si les flux financiers restent suffisants et que la redistribution demeure visible, alors la stabilisation est probable et plausible. Si, en revanche, les pressions externes dépassent la capacité d'absorption interne, alors le coût social augmente rapidement. La clé réside dans la synchronisation entre contrôle des ressources et bénéfices tangibles. La question centrale devient donc celle-ci. La stratégie actuelle peut-elle évoluer assez vite pour transformer un avantage minier conjoncturel en résilience structurelle, avant que les contraintes externes ne resserrent trop l'espace de décision? Au-delà des équilibres macroéconomiques, cette trajectoire touche des publics distincts, chacun confronté à des effets concrets et parfois ambivalents. Pour les jeunes Maliens, souvent éloignés des chaînes de valeur extractive, les programmes de formation financés par les revenus miniers ouvrent perspectives inédites. L'accès à des compétences techniques crée une promesse d'insertion professionnelle plus stable, mais il s'accompagne d'une attente accrue, celle que ces opportunités se traduisent réellement en emplois durables et non en dispositifs temporaires. Pour les communautés riveraines des sites miniers, l'impact est immédiat. Les infrastructures locales s'améliorent, les services de base se renforcent et la visibilité des investissements alimente un sentiment de reconnaissance. Pourtant, cette proximité avec la ressource génère aussi des tensions. La question de la répartition équitable des bénéfices entre villages, régions et groupes sociaux devient un sujet de débat quotidien. Ce qui était perçu comme une victoire collective doit désormais être géré avec précision pour éviter de nouvelles fractures. Les petites et moyennes entreprises locales vivent une phase d'ajustement. La réduction de la concurrence étrangère directe leur ouvre des espaces, mais le cadre reste exigeant. Accéder au marché, sécuriser des financements et répondre à des normes plus strictes demande une capacité d'adaptation rapide. Certaines y voient une opportunité de croissance endogène, d'autres un risque de fragilisation à court terme. Enfin, pour les observateurs extérieurs et la diaspora, cette expérience agit comme un miroir. Elle interroge la possibilité de concilier souveraineté, efficacité économique et inclusion sociale dans un contexte de forte pression internationale. Chacun peut y projeter ses propres attentes ou inquiétudes, mais une constante demeure. La trajectoire en cours n'est pas abstraite. Elle s'inscrit dans des choix qui affectent des vies concrètes ici et maintenant. La stratégie malienne ne peut se maintenir que si elle se traduit par une mise en œuvre lisible et séquencée. La première étape consiste à sécuriser durablement les états stratégiques en combinant présence étatique et des implications communautaires. L'objectif n'est pas la militarisation permanente, mais la réduction des incursions opportunistes et la stabilisation des zones traversées clés, condition préalable à toute exploitation maîtrisée. La deuxième étape vise la captation et la traçabilité des revenus.
Le fonds souverain devient ici l'outil central. Il collecte, centralise et oriente les recettes minières vers des usages définis à l'avance. Des critères simples permettent d'en mesurer l'efficacité, comme le nombre de projets financés, les délais d'exécution et la part des investissements réellement localisés dans les régions productrices. Troisièmement, la montée en compétences locales constitue un levier des podcasts, des programmes de formation ciblée et ça laisse les aligner sur les besoins réels de l'exploitation et de la transformation, réduisent la dépendance aux expertises extérieures. Cette étape lie directement souveraineté économique et employabilité en donnant un contenu concret à la promesse de redistribution. La quatrième étape concerne la diversification. Les revenus. Les revenus issus du lithium servent de catalyseur pour développer d'autres secteurs, notamment l'agriculture et l'énergie locale. L'enjeu est de limiter l'exposition du pays au cycle de prix des matières premières, sans renoncer à l'avantage comparatif initial. Enfin, une gestion diplomatique graduée accompagne l'ensemble. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État maintient une ligne ferme sur le contrôle des ressources, tout en laissant ouvertes des voies de négociation conditionnelle. Le succès de cette feuille de route se mesure alors simplement. Si chaque étape renforce la suivante, la stratégie gagne en cohérence. Sinon, les tensions risquent de se déplacer plutôt que de s'apaiser. Le fil conducteur de cette trajectoire ramène inévitablement quelques visages croisés au début du récit, ceux des acteurs de terrain qui avaient aperçu les premiers frémissements. Officiers locaux, responsables communautaires, habitants proches des gisements, ce sont eux qui vivent au quotidien les effets réels des décisions prises au sommet. Leur expérience rappelle que la souveraineté n'est pas une abstraction juridique, mais une succession de choix qui modifient la sécurité, le travail et les perspectives d'avenir. À travers cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole isolé que comme le point de convergence d'attentes diffuses. Les décisions associées à son nom résonnent parce qu'elles entrent en contact direct avec ces réalités locales, là où la protection des ressources devient synonyme de protection des moyens de subsistance. Le lien entre stratégie nationale et vécu quotidien donne sa force émotionnelle à l'ensemble du processus. Ce rappel du terrain éclaire aussi les fragilités. Les espoirs suscités sont proportionnels aux résultats attendus. Si les bénéfices tardent ou se concentrent, la confiance peut se fissurer aussi vite qu'elle s'est construite. À l'inverse, chaque amélioration tangible renforce l'adhésion et transforme la contrainte en choix partagé. Une phrase résume alors l'enjeu. La souveraineté se mesure à ses effets visibles. C'est dans cet espace entre promesses politiques et expériences vécues que se joue la suite. La trajectoire engagée n'est ni acquise ni figée. Elle dépend de la capacité à maintenir ce lien entre décisions stratégiques et réalités humaines. Ce qui se joue aujourd'hui autour du lithium malien dépasse un cas national isolé. Il s'agit d'une interrogation plus large sur la manière dont des pays longtemps relégués à la périphérie
tente de reprendre la main sur des ressources devenues centrales dans l'économie mondiale. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré met en lumière une tension que beaucoup d'États connaîtront tôt ou tard. Comment transformer un avantage minier en pouvoir de décision sans s'en sacrifier la stabilité sociale ni se couper durablement du reste du monde? Cette expérience n'apporte pas de réponse définitive. Elle ouvre plutôt un espace de réflexion collective. Hein. Analystes, citoyens, membres de la diaspora ou simples observateurs peuvent lire des enseignements contrastés selon leurs priorités et leurs sensibilités. Discuter de ces choix, confronter les interprétations et partager des lectures nuancées devient alors une manière de dépasser les récits simplistes. La question finale reste volontairement ouverte dans un monde où les ressources stratégiques redessinent, s'augmentent. Les rapports de force, quelles conditions permettent réellement de concilier souveraineté, coopération et bénéfices partagés? C'est à travers ce dialogue, plus qu'à travers des certitudes figées, que se construisent les perspectives durables